Le prince William et la princesse Catherine viennent de créer la surprise en annonçant un changement royal majeur. La reine Camilla n'aurait jamais imaginé entendre ces mots du vivant du roi Charles. Elle conserve son titre et sa couronne, mais son influence et son autorité future sont désormais confiées à d'autres. Catherine s'affirme comme la nouvelle figure emblématique de la monarchie. William prend désormais pleinement les rênes de l'avenir de l'institution. Derrière les murs du palais, Camilla est confrontée à une question brutale et publique. Cette transition majeure a-t-elle été convenue avec elle au préalable? Ou son destin royal était-il déjà scellé bien avant son arrivée? La déclaration officielle s'ouvrait sur 3 mots solennels qui annonçaient un changement radical. William se tenait devant les microphones tenant un document officiel du palais. Catherine, derrière lui, affichait un calme et un sérieux absolu impossible à ignorer. William confirma que Camilla se retirerait progressivement de ses principales responsabilités, celle-là même qu'il avait placée au cœur de la vie royale pendant des années. Elle ne présidera plus les grands événements d'État ni les engagements caritatifs majeurs. Chaque changement était présenté publiquement comme une étape d'une transition respectueuse. Mais le sens caché était clair pour tous ceux qui observaient la monarchie. Camilla apparaîtrait aux côtés de Charles, mais Catherine occuperait le devant de la scène. Il ne s'agissait pas simplement d'un agenda allégé ou d'une pause temporaire. C'était le début d'un nouvel ordre royal destiné à protéger la couronne. Quelques heures avant l'annonce, plusieurs voitures pénétrèrent dans le château de Windsor par une entrée privée. Les principaux conseillers arrivèrent les premiers afin de préparer la salle pour une réunion délicate. La princesse Anne suivit de près, sans adresser la parole aux journalistes qui l'attendaient. Catherine était préparée munie d'un mince dossier contenant un programme détaillé des événements à venir. Camilla pensait que la réunion portait simplement sur la réduction des engagements publics du prince Charles. Un calme remarquable régnait dans la pièce lorsqu'elle s'assit à table. William parla de continuité, de stabilité et de la préparation de la couronne pour la génération suivante. Charles écoutait en silence complet tandis que Catherine observait attentivement la table. Personne n'évoqua directement l'avenir de Camilla, mais chaque phrase y faisait allusion. Puis William déposa un dossier sombre juste devant sa belle-mère. Elle le lut, le titre, et se figea saisie de la gravité de la situation. Il n'était question ni d'assistance temporaire, ni d'un court repos. Le texte annonçait un transfert définitif des responsabilités royales. Camilla le lut une première fois, puis une seconde. Lorsqu'elle se tourna vers Charles, son expression ne laissa rien présager de rassurant. Camilla demanda qui avait rédigé cet arrangement sans son consentement personnel. Elle demanda quand Catherine avait accepté d'assumer les visites et les apparitions officielles. Elle demanda si Anne avait examiné le cadre juridique avant aujourd'hui. Puis se tournant vers Charles, elle posa la question qui fit taire l'Assemblée avait-il approuvé ce plan visant à l'écarter du cœur de la vie royale. Personne ne lui répondit immédiatement et ce silence fut lourd de conséquences. Charles finit par décrire ce changement comme une mesure de protection nécessaire. Le rythme des engagements royaux était devenu trop exigeant pour le couple. La monarchie avait besoin de stabilité et d'une vision claire pour les décennies à venir. William devait se préparer à son futur rôle de roi. Catherine était déjà devenue la figure publique la plus influente et la plus populaire de la famille. Camilla écoutait sans l'interrompre, mais ses explications ne firent qu'exacerber les tensions. La protection commence, généralement par un consentement, mais celle-ci avait débuté par des réunions secrètes. Catherine garda son calme et ne contesta pas ouvertement Camilla. Elle n'en avait pas besoin, car les responsabilités avaient déjà été redistribuées. William révéla alors le détail final qui allait tout changer. Le communiqué officiel avait déjà été transmis au service de presse du palais. La presse avait été prévenue et des micros étaient installés à l'extérieur. Les premiers mots étaient choisis et l'annonce était inévitable. Camilla n'était pas consultée quant à la décision concernant la transition. Dans cette pièce où régnait une telle tension, elle devait faire un dernier choix. Et elle pouvait rester passive face à l'annonce ou laisser le monde entier être témoin du conflit.
Tandis qu'elle fixait le document, la vérité lui devenait impossible à ignorer. William et Catherine n'attendaient plus que l'avenir se dessine. Ils bâtissaient leur prochain règne dès maintenant, et Camilla perdait le contrôle. L'annonce publique employait un langage prudent, afin d'atténuer la portée des décisions difficiles. Le communiqué de presse ne mentionnait ni destitution ni rétrogradation. William a plutôt évoqué l'équilibre, la continuité et la protection de la reine actuelle. Catherine se tenait à ses côtés, le visage grave et serein sous le regard du monde entier. Officiellement, Camilla conserverait son titre de reine et certains patronages. Elle assisterait aux réunions de famille et apparaîtrait aux côtés de Charles lorsque cela serait nécessaire. Mais les détails de ce nouvel emploi du temps révélaient une toute autre réalité en matière de pouvoir. Plusieurs réceptions d'État prestigieuses seraient désormais attribuées directement à Catherine. Les principales apparitions caritatives seraient réorganisées afin de mieux correspondre à son influence grandissante. Lors des futurs voyages à l'étranger, William et Catherine seraient placés en première ligne. La planification à long terme du palais serait de plus en plus confiée à la maisonnée Wales. C'était là la véritable annonce dissimulée, sous le vernis des formules officielles. Camilla ne perdait pas son titre mais son pouvoir. Elle était déchargée des fonctions qui lui conféraient une influence quotidienne. Le ton était prudent, mais suffisamment incisif pour ne pas passer inaperçu auprès des correspondants. Une expression revenait sans cesse. Dispositions futures pour la couronne. Il ne s'agissait pas d'une solution temporaire durant une période royale difficile, mais d'une structure permanente conçue pour durer 30 ans. Puis survint une absence que la presse ne put ignorer. Camilla n'était pas présente lors de l'annonce. Aucune photo chaleureuse des membres les plus âgés de la famille royale réunie n'a été diffusée. Charles n'a fait aucune déclaration pour saluer les années de loyaux services de son épouse. William a pris la parole tandis que Catherine restait à ses côtés et Camilla n'était présente que par SMS. Les journalistes ont commencé à consulter leur téléphone avant même que William ait terminé son discours. Et elle se demandait si Buckingham Palace avait publié une réaction personnelle distincte. On s'est demandé si Camilla avait demandé ce changement de son plein gré. Les conseillers du palais ont débité des réponses préparées, mais aucun n'a répondu à la question essentielle. Camilla a-t-elle choisi cette voie ou a-t-elle été contrainte à une retraite discrète? La seule réaction du personnel du palais a été un silence éloquent. Ce silence s'est propagé bien plus vite que la déclaration officielle sur les réseaux sociaux. Les commentateurs ont scruté l'expression de Catherine et le ton ferme de William pendant le point de presse. Ils ont remarqué l'espace vide où Camilla aurait pu se tenir. Certains y ont vu une marque de compassion envers une femme active et d'un certain âge. D'autres y ont vu le premier signe public que la génération suivante avait cessé d'attendre. À Windsor, Camilla examinait la même annonce avec son équipe. Ce qui la troublait le plus, ce n'était pas l'annulation d'une seule apparition publique, mais la tendance indéniable qui se dessinait dans tout le calendrier royal. Une réception ici, une visite d'État là, systématiquement reportée. Chaque changement semblait mineur, pris individuellement, mais ensemble, ils créaient une nouvelle réalité. Catherine devenait aujourd'hui la femme la plus en vue de la couronne. Pendant des années, Camilla a cru que sa position auprès de Charles resterait parfaitement assurée. Elle avait enduré la colère du public et des décennies d'examens minutieux pour accéder au trône. Devenir reine était censé mettre fin à l'incertitude quant à sa place. Au lieu de cela, l'annonce a introduit une nouvelle forme d'incertitude dissimulée sous des paroles polies. Charles détenait toujours la couronne et Camilla conservait le titre, mais William et Catherine avaient désormais une orientation claire et un pouvoir institutionnel considérable. Le premier calendrier des engagements mis à jour parvint avant même que le débat ne soit clos. Camilla ouvrit le document
s'attendant à un agenda quotidien légèrement allégé. Elle y découvrit une réduction drastique et délibérée de son influence. Le nom de Catherine figurait à côté des grandes réceptions que Camilla comptait organiser. William et Catherine figuraient en tête dans la tête de liste pour les événements importants. Plusieurs engagements caritatifs avaient été reportés sans qu'aucune date de retour ne soit annoncée. Les apparitions de Camilla étaient moins nombreuses, plus courtes et de plus en plus souvent qualifiées de facultatives. Un détail du nouveau calendrier en particulier avait un impact bien plus profond que tous les autres. Son rôle dans les futures visites d'État n'était plus considéré comme central. On l'a qualifié de cérémoniel, un mot qui a tout changé. Être au centre signifiait avoir une influence sur la liste des invités et l'ambiance de l'événement. Être cérémoniel signifiait avoir une présence physique sans réel pouvoir de décision. Camilla a clôturé le calendrier et a demandé des éclaircissements à ses principaux collaborateurs. Le personnel du palais a répété l'explication officielle concernant une transition royale moderne. Ils affirmaient que ces changements réduiraient la pression sur elle et sur le roi. Ils soutenaient que la monarchie se préparait de manière responsable pour les années à venir. Pourtant, personne n'avait précisé que ces fonctions étaient temporaires ni promis à leur rétablissement. Camilla arriva à la dernière page et y découvrit une note privée. Celle-ci énumérait les responsabilités que Catherine assumerait en premier lieu dans les mois suivants. Camilla lut l'entête et réalisa que son nom n'y figurait pas. La dernière ligne évoquait sa participation future aux décisions importantes. À côté, quelqu'un avait discrètement écrit 2 mots, « consultation uniquement ». Catherine avait été placée au centre du planning, en tant que responsable. Camilla n'avait pas seulement été reléguée au second plan, elle avait été écartée. Elle ne haussa pas la voix, ce qui troubla profondément le personnel du palais. Elle posa le calendrier et commença à poser des questions très directes. Elle voulait savoir qui avait autorisé ces mutations dans son dos. Elle demanda quel conseiller avait approuvé le nouvel ordre de préséance. Elle s'interrogea sur les raisons pour lesquelles le plan ne lui avait été présenté qu'une fois finalisé. Personne dans la pièce ne se précipita pour lui répondre ou la réconforter. Charles baissa les yeux vers la table, incapable de soutenir le regard de sa femme. William demeurait immobile et concentré, tandis que l'expression de Catherine restait impassible. La princesse Anne observait Camilla avec l'attention discrète de quelqu'un qui évalue la pression. Camilla se tourna vers William, car elle voulait des dates et des faits précis. William a expliqué que l'examen avait débuté il y a plusieurs semaines, suite à des avertissements officiels. Le haut conseiller avait prévenu que l'avenir de la monarchie ne pouvait reposer sur Charles. Les engagements avaient été recensés et les obligations à l'étranger soigneusement comparées. Les engagements caritatifs avaient été classés par ordre d'importance et de visibilité. Cela pouvait paraître une simple tâche administrative, mais il s'agissait en réalité d'un profond changement politique. Camilla demanda quand le nom de Catherine était apparu pour la première fois à côté de ses fonctions personnelles. William répondit que la première version était exploratoire, tandis que la version finale était pragmatique. Les conseillers cherchaient simplement à déterminer à quelle vitesse la transition pourrait se faire sans conflit. Cette réponse fut un coup dur pour une femme qui s'était battue pour sa place. La couronne était censée lui apporter sécurité et stabilité. Au contraire, cela annonçait la fin de son influence. Charles prit enfin la parole et déclara que ces changements n'avaient pas pour but de la rabaisser. Il évoqua la fatigue, et la nécessité de prévenir une future crise. Il lui rappela que ses patronages favoris restreindront les siens pour le moment. Personne ne remettait en question sa place à ses côtés en tant qu'épouse fidèle. Camilla écouta jusqu'à la fin puis posa une question très difficile. Pourquoi pour la protéger fallait-il l'écarter des décisions avant même qu'elles ne soient discutées? L'atmosphère se tendit lorsque Charles déclara que William était désormais responsable de l'avenir. Camilla répliqua que William se comportait comme si le règne de Charles était terminé. Ces paroles, bien que calmes, touchèrent au vif le cœur du roi.
Il avait attendu toute une vie pour devenir roi du Royaume-Uni. À présent, tous les arguments pratiques de ses conseillers semblaient le poursuivre jusque-là. Camilla comprenait cette blessure car elle en portait une similaire. Elle croyait qu'une fois Charles sur le trône, l'incertitude prendrait fin. Ils étaient censés être ensemble au cœur même de la monarchie. Pourtant, l'autorité grandissante de William et la force de Catherine avaient modifié la donne. Le personnel du palais avait constaté ce changement et avait déjà commencé à s'adapter. L'organisation du personnel avait évolué et les notes d'information étaient désormais envoyées en priorité à l'équipe galloise. Les organisateurs étrangers demandaient de plus en plus souvent si William et Catherine seraient à présent. Les organisations caritatives sollicitaient de Catherine personnellement plutôt que le bureau de la reine. Camilla se tourna vers Catherine et lui demanda si elle avait sollicité ses tâches. Catherine répondit qu'elle n'avait rien demandé au roi. On lui avait simplement demandé si elle était capable d'assumer cette responsabilité. Il avait accepté. Ce seul mot changea l'atmosphère de la pièce pour tous. Catherine ne s'excusait ni de ses compétences, ni de sa disponibilité absolue. Elle refusait tout simplement de feindre d'être prise au dépourvu pour les années à venir. Camilla demanda alors si la popularité devait déterminer la répartition du pouvoir au palais. Catherine répondit que la popularité s'estompe, mais que la confiance du public est une nécessité vitale. La monarchie dépendait d'un service que le peuple était réellement disposé à soutenir. Charles se remua sur sa chaise, la lutte pour le pouvoir n'étant plus dissimulée. Camilla voulait savoir qui avait relu les ébauches avant leur finalisation. Un conseiller mentionna William, un autre Catherine et un troisième Anne. Camilla regarda de l'autre côté de la table, et Anne ne détourna pas le regard. C'est à ce moment que Camilla comprit que le plan dépassait le cadre des héritiers. Quelqu'un en qui Charles avait une confiance absolue avait déjà examiné la proposition. La voix de Camilla baissa lorsqu'elle demanda à Anne si elle était au courant de ce plan. Anne hésita avant de répondre et un silence de mort s'installa. Oui, finit-elle par dire, confirmant qu'elle était informée de toute la manœuvre. Ces mots, prononcés à voix basse, bouleversèrent l'équilibre des pouvoirs à Windsor. Anne ne présenta pas ce plan comme une victoire pour son neveu William. Son argument était bien plus froid et infiniment plus difficile à réfuter. La monarchie ne pouvait s'organiser autour de sentiments personnels. Elle devait confier la responsabilité à long terme à ceux qui en étaient capables. Cela signifiait que William et Catherine devraient montrer la voie pendant des décennies. Anne reconnaissait que Camilla avait gagné le respect par ses années de service. Mais tout retard ne ferait que rendre la transition plus brutale pour la famille. Celle-ci pouvait se préparer dès maintenant ou attendre que la pression l'oblige à prendre une décision publique. Camilla la fixa, comprenant qu'Anne avait choisi l'institution plutôt qu'elle. Jusqu'à cet instant, William semblait être le seul instigateur du projet. Les aveux d'Anne révélaient que Catherine avait joué un rôle essentiel dans sa mise en œuvre. Elle avait examiné quelles fonctions protocolaires pouvaient être assumées sans risque. Elle avait étudié les programmes des œuvres caritatives et les conditions requises pour les visites loisirs d'État. Catherine rejetait également toute formulation qui aurait pu donner à ce changement un caractère humiliant. Elle souhaitait une transition ferme, mais certainement pas cruelle. Cette distinction était primordiale pour elle dans sa réflexion sur l'avenir. Camilla demanda à Catherine si elle cherchait à préserver sa dignité ou à éviter les critiques. Catherine répondit que les deux préoccupations étaient importantes, mais que le problème pratique demeurait. La couronne avait besoin de continuité et le public d'une confiance totale. Charles avait besoin d'un soutien concret et la génération suivante ne pouvait pas attendre indéfiniment. Le visage de Camilla se crispa lorsqu'elle demanda si la monarchie appartenait déjà à Catherine. Catherine répondit que la monarchie n'appartenait à aucune femme de la famille. Elle était le devoir que chaque génération devait assumer envers les suivantes.
Un silence pesant s'installa dans la salle tant la portée de ces paroles était grande. Camilla demanda si Catherine accepterait de siéger aux côtés de Charles lors des cérémonies officielles. Catherine répondit qu'elle se tiendrait là où la couronne l'exigerait. Un conseiller principal revint alors dans la pièce avec un document final plus concis. Il traitait des anniversaires du couronnement, des réunions du Commonwealth et des banquets d'État. Il détaillait toutes les grandes occasions qui suivraient. Il dirait aussi que si Charles réduisait son emploi du temps. Camilla voulut prendre le document, mais le conseiller le lui refusa. Il expliqua que le document n'avait pas encore été autorisé par le roi. William l'avait examiné et Catherine avait approuvé son objectif institutionnel. Mais une signature essentielle manquait encore au bas de la page, celle de Charles. Sans elle, le plan n'était pas encore entré en vigueur. Après le départ des autres, Charles resta seul avec le document non signé. Pendant plusieurs minutes, il ne le toucha pas, ne le regarda même pas. La candidature de Guillaume reposait sur la préparation, celle de Catherine sur ses compétences. Celle de Camilla, quant à elle, s'appuyait sur la loyauté, l'histoire et la promesse d'un règne partagé. Chaque argument pesait lourd et chaque choix avait des conséquences. Charles comprenait parfaitement ce que sa signature signifierait pour son épouse. Elle instaurerait une structure qui ne nécessiterait plus sa présence au centre. À son retour dans la pièce, William n'exigea pas de signature immédiate. Il évoqua plutôt le danger de trop tarder à se décider. Les visites d'État étaient organisées plusieurs mois à l'avance pour les gouvernements étrangers. La couronne, expliqua-t-il, ne pouvait se préparer qu'après une crise. Catherine œuvrait déjà auprès du public. Camilla entra dans la pièce avant que Charles n'ait pu répondre à son fils. Elle fit valoir que réduire son rôle donnerait à Charles une image éphémère. La hiérarchie était importante à ses yeux, et la monarchie ne pouvait être gouvernée au gré des gros titres. Pour la première fois de cette longue réunion, le visage de William se durcit. Il déclara qu'il ne s'agissait pas d'applaudissements, mais de la pérennité de l'institution. Charles se leva et demanda à tous de quitter la pièce à l'exception de la princesse Anne. Camilla resta un instant à la porte, attendant qu'il la rappelle, mais il ne le fit pas. Anne expliqua à son frère que la décision finale lui revenait. Il devait décider de ce qui protégeait la monarchie et en assumer les conséquences. Anne lui conseilla de préserver la dignité de Camilla tout en faisant avancer les choses. Charles retourna à la table et relut une dernière fois la dernière page. Il y apporta une modification mineure mais significative. Le nouveau texte établissait une règle plus générale concernant le soutien au souverain. Désormais, chaque fois que la charge de travail l'exigerait, les Wales en assumeraient la responsabilité principale. Le nom de Camilla disparut du conflit, mais l'issue demeura inchangée. Charles signa le document et le palais prépara le communiqué. Ce dernier fut diffusé peu après le coucher du soleil aux agences de presse. Camilla continuerait d'assurer ses mécénats et d'accompagner Charles autant que possible. William et Catherine prendraient désormais la tête du programme public de la couronne. Quelques heures plus tard, les conseillers d'État commencèrent à orienter leur briefing vers les Wales. Rien de spectaculaire ne se produisit en public, mais l'appareil royal avait complètement changé. Le nom de Camilla figurait toujours dans les documents officiels, mais son influence quotidienne avait disparu. Le premier signe de cette nouvelle réalité apparut lors d'une réception la semaine suivante. Camilla s'attendait à animer l'événement aux côtés de Charles, comme à son habitude. Au lieu de cela, Catherine entra la première salle où les invités et mena la soirée. William se tenait quelques pas derrière elle dans une attitude à la fois encourageante et fière. Elle traversait la pièce avec précision et une assurance sereine. Charles arriva plus tard et Camilla brillait par son absence durant tout l'événement. Les conseillers du palais affirmèrent que la reine avait choisi de se reposer, mais peu crurent à la version officielle. Les partisans des héritiers y virent le signe le plus clair d'une nouvelle ère pour la famille royale. Ce soir-là, Camilla suivit la couverture médiatique depuis ses appartements privés. Elle vit les gros titres qui louaient l'assurance grandissante de Catherine et son rayonnement international. Elle constata la facilité avec laquelle le public accepta le nouvel ordre royal.
La transition s'était déroulée exactement comme William et Catherine l'avaient prévu. Charles la rejoignit plus tard et ils s'efforcèrent de séparer leur vie privée de leurs fonctions officielles. Il affirma que les titres et les emplois du temps ne définissaient pas leur amour. Camilla l'écouta et répondit qu'un titre pouvait perdurer bien après le transfert de l'autorité. Le lendemain matin, un autre changement concret apparut au palais. Une note d'information sur le Commonwealth avait été envoyée en premier lieu au cabinet de William. La nouvelle hiérarchie n'était plus symbolique. Elle était désormais pleinement opérationnelle. Lors de ces rencontres officielles, Guillaume refusa de qualifier ce changement de victoire. Catherine adopta la même attitude mesurée dans ses apparitions publiques. Aucun des deux ne critiqua Camilla, car cela était superflu. Chaque apparition réussie justifiait à leurs yeux la transition. Guillaume n'était plus en position de menacer le règne de son père. Catherine n'attendait plus d'assumer pleinement ses responsabilités royales. Ensemble, ils étaient devenus le centre névralgique de la monarchie sous le règne de Charles. Camilla restait à ses côtés, mais elle n'était plus tournée vers l'avenir. Un nouveau chapitre de la monarchie britannique s'ouvre officiellement aujourd'hui. La transition du pouvoir est achevée et la couronne se tourne vers l'avenir.